Novembre 1976. Jean Gabin vient de disparaître. Pour des millions de Français, cette voix, ce visage, ces films, la grande illusion, le quai des brumes, la traversée de Paris, semblait pourtant impossible à oublier. Et pourtant, d'après sa famille, Gabin pensait qu'après sa mort, le public passerait vite à autre chose. Comment un homme devenu une part du cinéma français pouvait-il croire cela? 50 ans plus tard, l'histoire lui a donné une réponse qu'il n'a jamais entendue. Le 3 avril 1976, au Palais des Congrès de Paris, Jean Gabin est là, assis au premier rang de l'histoire. Ce soir-là, le cinéma français inaugure une cérémonie appelée à devenir une institution, la toute première nuit des Césars. Et pour présider cette soirée, on a choisi un homme que personne n'a besoin de présenter. Gene Gabin. À 71 ans, son visage appartient déjà à plusieurs générations de Français. Il y a eu Pépé le Mocco, La Grande Illusion, Le Quai des Brumes, La Traversée de Paris. puis Maigret, Les Gangsters vieillissants, Les Patriarches, Les Hommes silencieux dont un regard suffisait à remplir l'écran. Avec le temps, Gabin était devenu plus qu'un acteur. Une voix, une silhouette, une manière de dire peu, mais de faire entendre beaucoup. Pourtant, derrière cette image devenue presque nationale, un autre homme avait toujours existé. Gene Moncorge. Celui qui, bien avant les studios, rêvait davantage de terre, de chevaux ou de locomotives que de projecteurs. Celui qui n'avait jamais vraiment semblé fasciné par le statut de vedette. Et à mesure que les années passent, cet homme commence à parler de retrait. En 1974, interrogé sur la suite de sa carrière, Gabin répond avec cette sécheresse amusée qui lui ressemble. « Vous croyez que ça suffit pas ?» Puis il ajoute « On a bien le droit de prendre la retraite. » Il a derrière lui plus d'un demi-siècle de métier. Il pourrait s'arrêter. Laisser les jeunes avancer. C'est du moins ce qu'il dit. 2 ans plus tard, pourtant, le voilà encore sous les lumières des Césars, entouré de tout ce que le cinéma français compte de visages connus. L'image des presque parfaites. Une légende au centre de la scène. Mais quelques mois seulement séparent cette soirée de novembre 1976. Et selon sa famille, Jean Gabin nourrissait alors une crainte inattendue. Il pensait qu'après sa mort, on l'oublierait vite. Pour comprendre comment un homme devenu si familier aux Français pouvait imaginer disparaître de leur mémoire, il faut revenir bien avant les Césars. Avant les costumes. Avant les grands rôles. Avant même que Jean Moncorgé ne devienne Jean Gabin. Bien avant les studios, Jean Gabin ne rêvait pas de cinéma. Il s'appelait encore Jean Moncorgé. Dans sa famille, le spectacle n'était pourtant pas un monde étranger. Son père, Ferdinand Moncorgé, travaillait lui-même sur scène. Mais le jeune Jean regardait ailleurs. La terre l'attirait. Les chevaux aussi. Et surtout les locomotives. Des années plus tard, Gabin racontera qu'il n'était pas entré dans le métier porté par une vocation irrésistible. Selon le récit repris par la Cinémathèque française, son père l'avait poussé vers les Folies Bergères, presque contre son gré. Gabin résumera cette entrée dans le spectacle d'une formule sèche, à coups de pied dans le derrière. En 1922, il commence donc là. Pas encore comme une vedette, pas même comme un homme qui se croit destiné à le devenir. Il apprend la scène, les revues, le music-hall. Il observe. Il avance sans bruit. Puis le cinéma arrive. Et quelque chose se produit que personne ne peut vraiment fabriquer. Le visage fonctionne. La voix aussi. Cette voix grave, populaire, immédiatement reconnaissable. Dans les années 30, Gabin ne joue pas seulement des personnages. Il leur impose une présence. Dans Pépé le Mocco, il porte déjà cette fatigue contenue qui deviendra l'une de ses signatures. Dans La Grande Illusion, il incarne un homme que le public comprend presque avant qu'il parle. Dans Le Quai des Brumes, son visage semble appartenir au brouillard lui-même. Il ne surjoue pas. Il ne cherche pas l'élégance. Il existe. Et les Français commencent à reconnaître dans cet homme quelque chose de proche d'eux. Un accent, une colère tenue, une manière d'être debout. Très vite, Jean Moncorgé disparaît derrière Jean Gabin. Le nom devient une image. L'image devient un type d'homme. Puis ce type d'homme devient une référence. Mais il y a déjà un paradoxe. Plus le public voit Gabin sur les écrans, plus l'homme réel semble vouloir préserver une distance. Le cinéma lui donne une identité immense. Lui continue à chercher une vie plus simple. Ce décalage ne disparaîtra jamais. Il reviendra après la guerre. Il reviendra dans ses choix. Il reviendra dans les lieux où il décidera de vivre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gabin quitte les plateaux et rejoint les forces françaises combattantes.
Cette période militaire renforce un autre PAN de son identité, très éloigné du décor des studios. Après-guerre, le cinéma change. Lui aussi. Le jeune premier des années 30 ne peut plus revenir à l'identique. Alors Gabin se transforme. Les rôles deviennent plus durs, plus massifs. Il joue des hommes installés, des chefs, des policiers, des gangsters vieillissants, des pères autoritaires. La traversée de Paris le montre face à Bourvil. Plus tard, le clan des Siciliens l'installe face à Alain Delon et Lino Ventura. Le temps a passé. Mais Gabin n'a pas disparu. Il a simplement changé de place. Il n'est plus le jeune homme traqué. Il devient celui qu'on écoute. Celui qu'on craint. Celui qui entre dans une pièce et impose le silence. Ce déplacement aurait pu suffire à beaucoup d'acteurs. Pour Gabin, ce n'était toujours pas toute la vie. Car loin des studios, un autre projet grandissait. La Normandie. Des terres. Des bêtes. Une exploitation agricole. Ce n'était pas un décor de vedette. C'était presque un retour vers le garçon qui, avant le cinéma, avait rêvé d'un autre métier. Mathias Moncorgé dira plus tard qu'en regardant La Horse, il retrouvait quelque chose de son père dans la vie quotidienne. J'y retrouve un peu de papa tel qu'il était à la maison. Cette phrase est importante, parce qu'elle révèle une frontière. D'un côté, Gabin, l'homme que la France regarde. De l'autre, Moncorgé, le père, le propriétaire terrien, l'homme qui veut vivre loin des plateaux. Pendant des années, il semble croire qu'il a trouvé cet équilibre. Le cinéma d'un côté, la terre de l'autre. Mais en juillet 1962, cette frontière se brise brutalement. Des centaines d'agriculteurs convergent vers la Pichonnière. Le refuge devient un lieu de conflit. Et pour Jean Gabin, la terre qu'il avait choisie comme une autre vie cesse soudain d'être un endroit paisible. Ce jour-là, ce n'est plus seulement la carrière d'un acteur qui compte. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui vacille. Car cette terre était peut-être ce qui restait encore de Jean Moncorgé. Et bientôt, même elle allait lui rappeler qu'aucun refuge n'est définitif. À la Pichonnière, Jean Gabin ne ressemble plus tout à fait à l'homme des affiches. Il y a les champs, les bâtiments agricoles, les chevaux, les bêtes qu'il faut nourrir, les journées qui commencent tôt et ne dépendent d'aucun metteur en scène. Ici, il n'a pas besoin d'entrer dans la lumière. Il peut redevenir Jean Moncorgé. Ce choix n'a rien d'un caprice de vedette. Depuis sa jeunesse, la terre représente chez lui une autre possibilité de vie. Celle qu'il aurait peut-être choisie si le spectacle ne l'avait pas happé. Avec les années, ce rêve devient concret. Il acquete. Il agrandit. Il travaille. Il construit autour de lui un domaine qui n'est pas seulement une résidence secondaire, mais une véritable exploitation. Ses enfants grandissent avec cette image-là. Pas seulement celle de l'acteur connu de toute la France. Mathias Moncorgé le dira bien plus tard en parlant de La Horse. J'y retrouve un peu de papa, tel qu'il était à la maison. Dans ce film, Gabin joue un propriétaire terrien autoritaire, attaché à son domaine, à ses règles, à une certaine idée de l'ordre. Le cinéma rejoint alors étrangement la vie. Mais la réalité, elle, ne respecte pas les scénarios. Le 27 juillet 1962, la Pichonnière cesse d'être un refuge. Des centaines d'agriculteurs convergent vers la propriété. Environ 700 hommes, selon les récits de l'époque. Le conflit porte sur les terres, sur leur acquisition, sur ce que représente cette propriété immense au milieu d'un monde agricole déjà traversé par ses propres tensions. Pour celui qui avait cherché ici une vie loin des projecteurs, l'image est brutale. Les grilles, les tracteurs, les hommes massés devant le domaine. Cette fois, aucun rôle ne protège Jean Gabin. La star et le propriétaire se retrouvent au même endroit. Ce conflit laissera une trace durable dans les récits consacrés à sa vie normande. Il faut pourtant éviter de lui prêter des sentiments précis que les sources ne permettent pas de connaître. Ce que l'on peut constater est plus simple. Après avoir trouvé dans la terre un espace qui lui appartenait vraiment, Gabin découvre que cet espace peut, lui aussi, devenir public. Le monde extérieur est entré chez Moncorgé. Et il ne ressortira jamais complètement. Le paradoxe s'épaissit. Au cinéma, Gabin semble de plus en plus solide. À l'écran, il devient le patriarche, le chef, l'homme qu'on ne déplace pas. Dans la vie, le temps commence pourtant à imposer sa propre loi. Les années passent. Les jeunes acteurs arrivent. Une autre génération s'installe. Gabin ne lutte pas ouvertement contre cela. Au contraire. Lorsqu'on l'interroge en 1974 sur la possibilité de s'arrêter, il répond sans détour. On a bien le droit de prendre la retraite. Puis il ajoute.
Il y a les jeunes qui vont pousser. Cette phrase dit beaucoup. Pas parce qu'elle révèle une peur. On ne sait pas ce qu'il ressent exactement. Mais elle montre qu'il voit très clairement le mouvement du temps. Il sait qu'un acteur ne reste pas éternellement au centre du cadre. La même année, sa voix revient pourtant d'une manière inattendue. Pas dans un grand rôle. Pas dans une scène de cinéma. Sur un disque. Jean Gabin enregistre Maintenant je sais, sur un texte français de Jean-Loup Dabadi. La chanson ressemble moins à une performance qu'à un homme qui regarde derrière lui. La voix a vieilli. Elle est plus lourde, plus lente. Et une phrase suffit à installer un motif qui accompagnera désormais tout le reste de son histoire. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. À 70 ans, ces mots prennent une résonance particulière. Ils ne disent pas que Gabin prépare sa mort. Rien ne permet de l'affirmer. Ils disent autre chose. Que le temps a passé. Que les certitudes se sont réduites. Et que l'homme que le public croit connaître depuis 40 ans semble lui-même regarder le chemin parcouru avec davantage de distance. C'est peut-être là que Jean Gabin devient le plus intéressant. Pas quand il joue encore au plus fort, mais quand il accepte progressivement de ne plus avoir besoin de l'être. La terre lui avait offert un refuge. Le cinéma lui avait offert une légende. Et désormais, même la légende commençait à être regardée comme quelque chose que l'on pouvait un jour quitter. 2 ans plus tard, au printemps 1976, Gabin sera pourtant encore au centre de la scène. Au Palais des Congrès, devant tout le cinéma français, c'est lui qu'on choisira pour présider la première cérémonie des Césars. Une dernière grande lumière. Mais derrière cette soirée officielle, l'année 1976 allait devenir beaucoup plus intime. Un mariage auquel il ne se rendrait pas. Un dernier film. Puis quelques semaines où tout allait se resserrer. Et c'est alors qu'une étrange crainte, rapportée plus tard par sa famille, prendra tout son sens. Jean Gabin avait commencé à parler de quitter le cinéma. Il ne savait pas encore comment la France, elle, allait réagir à son départ. Le 3 avril 1976, Jean Gabin entre dans une salle où tout le cinéma français regarde dans sa direction. La première cérémonie des Césars vient de naître. Et c'est lui qu'on a choisi pour la présider. L'image semble presque définitive. Le vieux patron. Le visage devenu institution. L'homme dont la carrière relie plusieurs époques du cinéma français. Quelques années plus tôt, il jouait encore face à Alain Delon et Lino Ventura. Quelques décennies plus tôt, il était l'homme du Quai des Brumes. Maintenant, il est assis au milieu de ceux qui lui succèdent. Cela pourrait ressembler à un couronnement. Mais Gabin lui-même parle déjà autrement de son métier. Lorsqu'un journaliste lui demande en 1974 s'il pourrait s'arrêter, il répond « Vous croyez que ça suffit pas ?» Puis, on a bien le droit de prendre la retraite. Et encore, il y a les jeunes qui vont pousser. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui réclame encore une place. Ce sont les mots d'un acteur qui accepte au moins publiquement que cette place puisse changer demain. En 1976 pourtant, il tourne encore. Son dernier film sera L'année sainte. À l'écran, il reste Gabin. La présence est toujours là. La voix aussi. Mais derrière le personnage public, l'année se resserre. Au mois d'août, sa fille Florence se marie à Deauville. Jean Gabin n'assiste pas à la cérémonie. Les sources rapportent qu'il désapprouvait cette union. Il faut s'arrêter là. On ne sait pas ce qu'il pense exactement ce jour-là. On ne sait pas ce qui se dit dans l'intimité. Mais l'absence est visible. Elle existe. Et dans une année déjà chargée d'adieux professionnels, cette chaise vide ajoute une autre distance. Quelques semaines plus tard, le calendrier change brutalement. Novembre. Jean Gabin est hospitalisé. Une distinction officielle devait encore lui être remise. Il ne la recevra jamais de son vivant. Le 15 novembre 1976, Jean Gabin meurt à Neuilly-sur-Seine. Il a 72 ans. La nouvelle se répand immédiatement. Et c'est ici que l'histoire bascule. Parce que, selon sa famille, Gabin avait imaginé autre chose. Il pensait qu'après sa disparition, le public l'oublierait rapidement. Cette crainte n'est pas une phrase enregistrée devant une caméra. Elle nous vient du témoignage de ses proches. Il faut donc la recevoir pour ce qu'elle est. Une parole transmise. Mais elle donne aux heures qui suivent sa mort une force particulière. Car la réponse arrive presque immédiatement. Devant le Père-Lachaise, la foule se rassemble. Des anonymes viennent. Des visages connus aussi. Le cinéma français se déplace. La télévision couvre les adieux. L'homme qui avait pu croire que sa disparition refermerait simplement un chapitre devient, au contraire, le centre d'un deuil national. Et soudain, toutes les images précédentes changent de sens. La première nuit des Césars.
Les mots sur la retraite. La voix de maintenant je sais. Cette phrase. Il y a les jeunes qui vont pousser. Oui, les jeunes pousseront. D'autres acteurs prendront les premiers rôles. D'autres visages apparaîtront sur les affiches. Mais prendre la place d'un homme n'est pas l'effacer. C'est là le véritable retournement. Gabin pouvait quitter les studios. Il pouvait cesser de tourner. Il pouvait même disparaître physiquement. Mais le personnage qu'il avait construit pendant plus de 40 en appartenait déjà plus seulement à lui. Il appartenait aux souvenirs des spectateurs, à ceux qui avaient vu Pépé le Moko avant-guerre, à ceux qui avaient découvert la traversée de Paris, à ceux qui l'avaient vu vieillir sans jamais vraiment quitter l'écran. Dans les jours qui suivent, la France lui dit au revoir. Mais pour sa famille, un dernier geste reste encore à accomplir. Pas à Paris, pas dans un studio, pas devant une caméra, au large de la Bretagne. Selon ses volontés, ses cendres doivent rejoindre la mer. La Marine nationale accepte qu'elle soit dispersée depuis un de ses bâtiments. Alors l'histoire de Jean Gabin quitte enfin la Terre. Et le décor de sa dernière scène n'est plus le cinéma. C'est l'océan, un navire, du vent, une urne. Et derrière cette image, une question demeure. Si Jean Gabin avait réellement craint d'être oublié, il n'a jamais pu voir la réponse. Elle ne viendrait pas seulement dans les jours suivant sa mort. Elle viendrait année après année, pendant 50 ans. Après Paris, il reste la mer. Quelques jours après la mort de Jean Gabin, sa famille rejoint la Bretagne. La Marine nationale acceptait d'accomplir sa dernière volonté. Ses cendres doivent être dispersées au large. Pas dans un cimetière. Pas dans un lieu de pèlerinage. En mer. Le choix n'est pas anodin. Gabin avait servi pendant la guerre. Il connaissait cet univers. Il en avait gardé un lien particulier. Alors, à bord du Détroit, la famille avance vers le large. Le port s'éloigne. La côte devient plus basse. Autour, il n'y a plus les flashs, les studios, les décors, les affiches. Seulement le vent et l'eau. Puis l'urne. Et ce qui reste d'un homme que des millions de spectateurs avaient vu pendant des décennies disparaît dans l'océan. C'est une scène presque impossible à rapprocher de celle des Césars, quelques mois plus tôt. Au printemps, Gabin était au centre d'une salle remplie de cinéma. À l'automne, il n'y a plus qu'un bateau sur une mer grise. Mais c'est peut-être là que Jean Moncorgé rejoint enfin Jean Gabin. L'acteur disparaît. L'homme aussi. Il ne reste plus qu'une mémoire. Et cette mémoire commence immédiatement à travailler. En 1977, la deuxième cérémonie des Césars rend hommage à celui qui avait présidé la première. Le cinéma français poursuit sa route. Comme Gabin l'avait lui-même annoncé, les jeunes poussent. De nouveaux acteurs arrivent. D'autres deviennent célèbres. Les goûts changent. Les salles changent. Les films changent. Mais Gabin reste. Pas exactement comme une star que l'on célèbre chaque jour. Plutôt comme une présence que l'on retrouve sans effort. Un soir, la grande illusion repasse à la télévision. Un autre, c'est la traversée de Paris. Puis le clan des Siciliens. Une rétrospective remet son visage sur un écran. Une archive de l'INA fait réentendre sa voix. Un fils parle de son père. Une fille ouvre les albums de famille. Le temps, lentement, fait ce que Gabin n'aurait peut-être pas imaginé. Il enlève les nouveautés. Il laisse l'essentiel. Et chez lui, l'essentiel tient souvent à très peu de choses. Une manière de regarder. Une phrase courte. Un silence. Une voix grave qui semble toujours venir d'un autre temps sans devenir complètement ancienne. C'est là que maintenant je sais revient. En 1974, ces mots accompagnaient un homme de 70 ans regardant derrière lui. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Après sa mort, la phrase change de couleur. Car il y avait justement une chose que Jean Gabin ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir ce que son nom deviendrait sans lui. Il ne pouvait pas voir les décennies qui suivraient. Il ne pouvait pas voir les enfants découvrir ses films avec leurs parents, puis ses enfants les montrer à leur tour. Il ne pouvait pas voir les hommages, les livres, les expositions, les archives restaurées, les projections. Il ne pouvait pas voir qu'un demi-siècle après sa disparition, son visage serait encore immédiatement reconnu. Et pourtant, selon sa famille, il avait pensé qu'on l'oublierait vite. 50 ans plus tard, cette idée semble presque irréelle. Non parce que Gabin serait resté constamment à la mode. Ce n'est pas la même chose. Les modes passent. Une légende fonctionne autrement. Elle revient. Elle attend. Puis un film recommence. Une porte s'ouvre sur un écran noir et blanc. Un homme entre. Le spectateur entend 2 ou 3 mots. Et soudain,
Il sait exactement qui il regarde. Gene Gaben. Le garçon qui ne rêvait pas de devenir acteur. Le jeune premier des années 30. Le soldat. Le paysan de Normandie. Le patriarche. Le père. Le vieux monsieur qui plaisantait sur sa retraite. Tous ces hommes ont fini par se superposer. Ils ont formé une silhouette que le temps n'a pas vraiment réussi à effacer. En novembre 1976, ses cendres avaient disparu dans la mer. Il n'existait aucun tombeau devant lequel déposer des fleurs. Aucune pierre portant son visage. Seulement l'océan. Et peut-être que l'image lui ressemble mieux ainsi. Quelque chose que l'on ne peut pas retenir. Quelque chose que l'on ne peut pas posséder. Mais qui revient toujours. Une vague. Une voix. Un vieux film rallumé dans une pièce sombre. Il craignait peut-être de disparaître. 50 ans plus tard, sa voix est toujours là.